Mbote Nabino, la paix à Sizot, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de l'ouvrage L'Égypte ancienne, l'Afrique et le volcan de Ousseynou Ndiaye. Alors, la montagne Pelée en Martinique, un volcan qui est connu. Le nom Pelée donc viendrait du nom donné par les Amérindiens au volcan. Les volcans ayant formé les terres qui ont émergé des eaux, ayant formé les îles et les continents, contrairement à ce que les gens imaginent, Amon-Ra ne serait donc pas un culte solaire, mais Amon-Ra, selon le professeur Ousseynou Ndiaye, ferait référence aux volcans. C'est donc les volcans qui ont formé les continents, la puissance des volcans et leur éruption spectaculaire. Pourrait-on dire que les anciens Égyptiens auraient qualifié donc le soleil comme étant le volcan du ciel? On va parler des pyramides trouvées au Niger, des travaux de maître Souley Garba. On va aborder le site des pyramides, notamment de Zinder et d'An Baki. Ce qui est important de préciser pour l'objet de la vidéo, c'est que les pyramides retrouvées au Niger sont plus anciennes que celles du Nil. Et il faut comprendre la configuration de la terre émergente à cette époque-là, dans un temps assez reculé. En fait, le bassin du Congo était quasiment une mer, un océan. Il y avait même des mers dans le Sahara, et par certains cycles, on voit que les volcans ont fait émerger des terres. On constate que l'Amérique donc a émergé bien avant, puisque les volcans d'Amérique sont vraiment sur des plaques qui sont surélevées. On peut voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient collées avec les Caraïbes, et que ce qu'on appelle la dérive des continents, ce qui laisse peut-être à croire que les continents dérivent, donc qu'ils flottent, puisqu'on a trouvé des lacs sous-marins qui ont des eaux tellement denses qu'on ne peut pas les pénétrer. En tout cas, lorsqu'on regarde l'Amazonie, on peut aussi dire que c'était une mer à l'époque. Et donc, le bassin de l'Orénoque, là où on voit aussi le fleuve Amazon et tous ses affluents. Donc, cette zone amazonienne était en fait une grande mer aussi. On peut donc regarder toutes ces cartes et comprendre en fait que entre le Soudan et le Niger, il y avait un océan, voire une mer. Et que des gens ont navigué des pyramides de Zinder au Niger jusque dans la zone appelée le Nil aujourd'hui, mais les sources du Nil. On va en parler. Les volcans, on va en parler. Les lacs, les grands lacs d'Afrique, qu'on appelle aussi le lac Victoria, ce n'est que le résidu justement de cette mer qui a réduit et qui a donné le bassin du Congo avec toute cette végétation. Aujourd'hui, je vous amène du loup, du très loup même. Vous me faites peur. Ouais, parce qu'il s'agit de pyramides. Alors, une pyramide, c'est pas quelque chose de léger. Alors, on a découvert, figurez-vous Francis, une pyramide au Niger. Au Niger. Au Niger. Ah oui? L'information circule depuis un moment, depuis le 29 février précisément, où un égyptologue nigérien
Oui. le professeur Souley Gaba, Oui. eh bien, a fait une publication comme quoi il a découvert une pyramide à Zender, à 20 km de Zender. Ça se verrait quand même. Oui, évidemment. Une Oui. pyramide, c'est pas de l'or, c'est pas du pétrole, c'est Bah pas oui. du diamant. Mais là, Ça ça se se voit voit. même de très loin. Bah oui. Et même, moi, j'étais un peu étonné. Je me dis, mais comment se fait-il qu'en plein 21e siècle, on découvre des pyramides? Quelque chose quand même Au Niger, en plus. qui est très, très exposé. Mais il paraît qu'effectivement que j'ai vu les photos, cette pyramide était un peu enfouie et elle ressemblait juste à une sorte de monticule de terre et de la forme des pyramides aztèques, c'est-à-dire en escalier. D'accord. Et donc, cet égyptologue travaillait depuis longtemps sur... Elle a quelle hauteur cette pyramide? 2 mètres je n'ai pas vu les spécifications, mais j'ai vu la photo. Oui. Et il travaillait depuis 7 ans sur des hiéroglyphes, c'est-à-dire l'ancienne écriture égyptienne, depuis 7 ans avec un institut privé américain. Et il avait établi que entre le Haoussa, une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest et au Niger, et la langue copte parlée en Égypte en ce moment-là, eh bien, il y avait beaucoup de similitudes. Ce qui l'a mené sur la piste de savoir que, effectivement, il y avait une civilisation ancienne qui ressemblait beaucoup à la civilisation égyptienne. Il est allé même jusqu'à dire que les anciens Égyptiens venaient de Zender, de Niger. Et c'est toujours en travaillant ces tests que, bon, sur des indications d'un papyrus, eh bien, il a été dirigé vers cet endroit. Effectivement, on a vu une pyramide qui était là, effectivement, qui est très ancienne. Il s'est transformé en chercheur des pyramides, en quelque sorte, vers Zender. Il a découvert Oui. ce trésor. En chercheur de pyramides, de toutes sortes de vestiges qui seraient d'origine égyptienne. Alors vous voyez, Francis, l'intérêt d'une telle découverte, parce que ramènez-vous un peu les travaux de Cheikh Anta Diop sur cette prévalence de la culture négro-africaine sur la civilisation occidentale. Quelqu'un me disait aussi qu'il y avait aussi polémique. des éléments de parenté entre le fond qu'on parle au Bénin, par exemple, et la langue copte égyptienne aussi. Donc voilà, c'est pas. Non, même c'est le pas Yoruba, même le Yoruba Oui, oui. qu'on parle, on a même dit que le royaume de Yoruba qui est au Nigeria, eh bien, serait fondé par des anciens Égyptiens qui auraient été cherchés de la vallée. Oui, mais on les voit partout, les Égyptiens, finalement. Oui, il y a eu même des travaux qui donneraient l'origine vers le bassin du Congo. Donc, enfin, il y a pas mal de travaux Ils sont partout. qui montrent quand même que la civilisation négro-africaine est à l'origine de la civilisation égyptienne. Mais c'est quelque chose qui est gênant, excusez-moi de le dire, pour certains scientifiques blancs qui ont toujours démontré que ce n'était pas possible que l'Afrique noire ait été à l'origine de cette civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Vieille polémique. Une très très vieille polémique. Mais si effectivement cette information s'avérait que on a découvert ce que c'est, parce que actuellement sur tous les sites l'information passe, que va-t-il se passer? Les autorités nigériennes sont saisies. Il y aura effectivement un colloque scientifique, en tout cas une équipe scientifique pour effectivement établir si effectivement il s'agit d'une pyramide. Et le chercheur nigérien précise que sous cette pyramide, parce que les pyramides avant tout c'était des tombes de pharaons, qu'il y aurait 40 000 objets en or qui se retrouveraient sous cette pyramide-là. Oui. Et bien, évidemment, si effectivement on arrivait à découvrir tout cela, si effectivement on découvrait d'autres, il paraîtrait même qu'il y aurait même un sphinx à côté de la pyramide. Oui. Eh bien, ça voudrait dire effectivement que les anciens Égyptiens, eh bien, venaient de l'Afrique noire. Mon cher professeur Tournesol, bientôt on va vous appeler Indiana Jones, hein, parce que comme ça. À propos d'Indiana Jones, il paraît, vous savez, l'année dernière, Oui, rapidement. en mai dernier, une Américaine a découvert 17 nouvelles pyramides en Égypte, mais en utilisant des satellites. Il y a une nouvelle technique par infrarouge. Depuis les satellites, on peut observer sous la Terre et découvrir. Donc, cette Américaine a découvert qu'il y avait 17 pyramides et il y avait une ville qui était enfouie en Égypte. Eh ben voilà, donc, voilà. Ça, c'est une info. C'est une info. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'Indiana Jones, on n'a plus besoin de circuler pour aller retrouver. On peut aller des techniques, même avec des satellites, détecter s'il y avait des civilisations des vestiges qui sont enfouis sur la Terre. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les volcans sont les premières terres émergées et que souvent les grands bassins de forêt étaient des mers, voire les anciens déserts étaient des mers. Ce qui était émergé, vraiment, c'était les volcans, la chaîne des Andes, les Appalaches, les volcans, quoi, tout ce qui est volcan. Et donc le reste, souvent, c'était submergé. Comme le delta de l'Orénoque, l'Amazonie, le fleuve qui y a là-bas et tous ses affluents,
Donc tout ça, c'est comme le bassin du Congo, comme je vous explique, entre le Niger, donc le fleuve Niger et le Nil, il y avait une mer. C'est pareil aux Amériques, il y a des créatures encore dans ces contrées-là qui sont de taille surdimensionnée parce que bon, c'est un lieu encore assez préservé au cœur de l'Amazonie. On n'a pas encore tout détruit, il en reste un peu encore. Ce qui nous amène à voir que tous ces bassins forestiers qu'il y a en Afrique, en Amazonie, étaient des mers. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça que là, on va aborder les pyramides de Zinder, qui sont plus anciennes que celles du Nil. Est-ce que la Méditerranée, avec la configuration qu'elle avait, c'est possible qu'il y avait des pyramides partout dans le monde qui étaient construites avant celles d'Égypte. Et que le lac Victoria, aujourd'hui appelé comme ça par les colons, mais en fait il y a un ensemble de grands lacs, sont les résidus d'une ancienne mer, voire un océan. Les relations Haoussa avec les anciens Égyptiens sont évidentes. Depuis les premières études menées au début du XXe siècle, Werner Wichilch, 1938, ont confirmé cette relation en établissant 200 à 300 comparaisons avec les anciens Égyptiens. Carlton T. Hodge, 1966, Université d'Indiana, a écrit sur l'établissement Haosso-égyptien. De même que Greenberg, Lilias Homburger, Mustapha Galada et Skinner, Madame Lugar, historienne et épouse du gouverneur colonial nigérian, a parlé de cette relation. Le terme Serek, qui a précédé les noms de pharaons, est une interprétation erronée de Saraki, le serpent légendaire dans l'histoire Haoussa et le titre du roi Haoussa jusqu'à nos jours. On peut faire le parallèle avec les serpents qu'il y a sur les coiffes des rois égyptiens. Donc, Serek est parfois dit être le livre des rois. Au pluriel, pour roi, on dit Saraki en Haoussa. Le Haoussa est, je pense, la seule langue au monde dans laquelle Ra signifie le soleil. Par exemple, Rana. Rana signifie littéralement mon Ra ou Ra à moi, comme son nom propre est Ra Nao. Donc, entre guillemets, le Na et le Nao sont les premiers possessifs. Entre guillemets, Baka, comme certains pharaons, est le contrôleur du territoire. Et autrefois, on disait Kassar Baka, le territoire des Baka. Baka peut signifier arc, comme dans le nom de pharaon Shabaka, qui signifie doté d'arc. Entre guillemets, Gada signifie pont. Alors, Nagada signifie ceux qui sont près du pont. Cela peut être une ville, des personnes ou autre chose. Le pharaon Namer, à son époque, avait construit un pont. Qassar el-Farah Frah, entre parenthèses désert blanc, dans la région de Siwa, sont des mots Haoussa, qui signifie terre blanche. Je vous laisse avec ces quelques exemples à juger par vous-même. Le chercheur sénégalais Ousseynou Ndiaye
donne Ra comme volcan. Il donne des exemples de volcans portant des noms de Wolof dans le monde. Vous avez Rafet, situé en Italie, et ça signifie en Wolof Ra explose, littéralement, sachant aussi que Rafet signifie magnifique, joli, beau, une beauté éclatante. C'est aussi un type d'éruption en Wolof. Volcan égyptien Boyna. Alors tous les wolofophones vont entendre bien sûr dans la langue wolof ce que ça veut dire. Le feu prend. D'ailleurs, quand on veut allumer des charbons et faire prendre les charbons pour qu'ils saisissent et qu'ils soient rouges, on dit Boyna. Donc ça veut dire le feu a pris. Dans le volcan mexicain Tacna, vous pouvez voir aussi que le mot Tacna signifie littéralement en Wolof allumer ou commencer. C'est quelque chose, c'est un allumage. Donc ça a toujours un rapport avec un type d'éruption volcanique. Et pourtant, sont des mots Wolof qui sont parfaitement compréhensibles par n'importe quel wolofophone encore aujourd'hui. Le professeur Pathé Diagne nomme Ra en tant qu'époux de Ré ou Rig et le positionne en tant que suprême, à l'image de Ba, Ka, Kum, Kus, Kis, Hum, Ham. Donc toutes ces syllabes sacrées qui permettent de remonter jusqu'à l'essence des mots et des concepts invisibles, avec des concepts transcendants, avec la composition des noms suprêmes. Vous avez le nom de terre, etc. Voire le nom de l'homme, Bara, avec les attributs, on pourrait dire aussi par rapport aux 99 noms d'Allah. Donc, ce sont des qualités. Donc, ici, on parle des syllabes suprêmes. Donc, Ba et Ra, le nom de femme Rama, par exemple, Ma et Na signifie l'adepte, donc Rama est celle qui est l'adepte de Ra. Il y a aussi Baratana, aujourd'hui le nom de la Grande-Bretagne et le pays Ta, Ta désignant la terre et donc Na les adeptes, donc des adeptes de la terre de Ba et Ra, donc Baratana. Pakistan, Ba Kushtan et la terre de Ba et de Kush qui sont leurs adeptes. Donc aussi les Niagara Falls, donc les chutes du Niagara, Niag qui signifie frontière en Wolof de Ra, donc la syllabe Ra, la syllabe suprême transcendante qui se phonétise Ra. Sûrement, tous les noms peuvent être traduits dans nos langues africaines ou les langues amérindiennes. Ce qui est étonnant, c'est que Hausa définissent exactement les mots de la même manière que l'ancien égyptien. L'exemple de Qasr el-Farafra, appelé désert blanc en Égypte, signifie littéralement la même chose en Hausa, terre blanche blanche.
Toutankhamon, image vivante de Amon en égyptien ancien, a la même définition en Hausa, votre représentation de Amon. Touta signifie drapeau, étendard et Ka signifie le vôtre. Toutanka signifie en Hausa votre représentation, votre image, votre symbole de pouvoir. La royauté en Hausa dérive de la morsure du serpent, Sahara, et du terme de royauté Sarauta, qui signifie court, coupé, comme une morsure de serpent. Peut-être est-ce pourquoi les anciens rois égyptiens avaient des couronnes avec une tête de serpent. On peut aussi préciser que en wolof, couramment, le mot Toutank signifie un enfant, fils de, et on pourrait traduire donc en wolof Toutankhamon comme étant le serviteur de Ra. Alors on nous dit que la reine de Saba et son peuple adoraient le soleil, que les Égyptiens adoraient le soleil, que les Mayas adoraient le soleil, que les Zoroastres adoraient le soleil, mais en fait, si on regarde bien l'iconographie, on va le voir en approfondissement avec ensuite les travaux de Ousseynou Ndiaye dans cette vidéo qu'il y a un rapport direct avec les volcans. Alors la vache avec le soleil entre les cornes, les gens veulent l'interpréter comme un soleil. Mais en fait, ça peut être un cratère de volcan, ça peut être autre chose. Il faut voir aussi ce qu'il y a comme matériel et voir aussi les hiéroglyphes, comment ils sont phonétisés et transformés dans les langues latines, mais c'est pas comme ça qu'ils sont prononcés. Quand on regarde les vraies phonétisations, on voit que c'est beaucoup plus africanisant déjà. Par exemple, chez les Arawa, des Maoris. Presque toutes les pratiques dans les récits de l'Égypte se pratiquaient aussi dans leur passé et dans un passé récent. Ils pratiquaient même le Tarkama, qui consiste à transporter un animal tué par des gaillards à travers la cité pour trouver un coupable. Cette pratique est citée dans des textes égyptiens qui présentaient les pratiques de l'assassinat d'un notable du tribunal du roi. C'est vrai que des pratiques similaires existent encore dans l'Afrique traditionnelle. Les Arawa sont les cousins à plaisanterie des Peuls. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en wolof on dit Kalante, c'est-à-dire exactement, par exemple, quelqu'un qui a un nom de famille comme Fall, s'il rencontre d'autres familles comme les Mbeng ou d'autres, ils ont le droit de se taquiner, de s'envoyer des petits pics ou de se demander des services que l'un ou l'autre ne peuvent pas refuser. C'est un système qui a été mis en place en Afrique et souvent ça a empêché des conflits. C'était justement pour qu'il n'y ait pas de guerre, que tout le monde soit à peu près cousins et du coup aussi que ça enlève des tensions, pour qu'il y ait une habitude plus détendue entre les peuples, plus que de conflits en fait. Jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. Même au Sénégal, au Mali, au Niger et ailleurs. Donc là où on parle le Hausa, là où il y a des Peuls. Et j'imagine que ça doit être plus répandu même au-delà de ces régions-là d'Afrique. Les Arawa sont les cousins à plaisanterie des Peuls. Il se peut, et ce qui est probable, ont migré ensemble de l'Égypte. Mais quelle Égypte? Quand on dit Taméri,
et que on ne peut pas être certain que l'Égypte actuelle n'était même pas émergée. On ne peut pas dire que à cette époque, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une mer là où il y avait des terres. Donc les mers qui sont au-dessus du delta de l'Égypte, on ne peut pas dire qu'on aurait pu construire. Mais par contre, sur les terres déjà émergées en Amérique, bon, déjà c'est le cas, hein, sur des hauts plateaux, on voit des constructions gigantesques, vraiment impressionnantes, des pyramides vraiment au Mexique, en Amérique, qui sont vraiment très impressionnantes. La théorie du professeur Hussein Ndiaye a le mérite de nous apprendre les noms des volcans, au moins. On peut se rendre compte que les noms de volcans sont des mots en wolof et les syllabes découpées font littéralement des phrases qui indiquent des caractéristiques précises, comme par exemple tout, qui signifie cracher ou crachat, d'après le professeur Cheikh Anta Diop. Tefnout Tef égale encre, qu'on dirait wonki, et Amon, qui pourrait être apparenté aussi en wolof à men ou len ou ken, qui sont des qualificatifs de l'unique, qui sont définis, et on dit couramment wolof yala kenla, c'est-à-dire Dieu est unique, il n'a pas d'égal, il n'a pas de son semblable. Donc c'est un mot qui est utilisé pour donner cette qualification d'unique, d'unicité. Et donc ils sont définis et qui croient en une croyance en un Dieu unique, appelé aussi Geno chez les Peuls. La République du Niger compte de nombreux sites historiques intéressants. Peu ont été étudiés, à l'instar des 2 colonies de civilisation Gobero, découvertes en 2008. La première occupation remonte environ à 10 000 ans et la seconde il y a environ 5 000 ans. Bon, ça c'est des dates qu'ils donnent, mais ils peuvent même pas être sûrs, ça peut remonter à 2 ou 3 fois plus que ça, ou même plus encore. On n'en sait rien. Il existe des sites tels que le mont Baba Birni, père des villes fortifiées. Ce mont contient une ville antique dont la porte a été fermée par un système ingénieux en pierre granitique. Il y a la montagne de Zaouzawa qui a la forme d'un lion imposant. Dans la région de Tanout, les miracles sont nombreux, mais nos scientifiques ne sont pas engagés à montrer la grande civilisation du précédeur de la civilisation égyptienne antique. Donc, Maître Souley Garba a déclaré que Tanout, à l'Égypte, il existe une série de pyramides non découvertes. Ta est aussi un sens de la possession du territoire en Hausa, comme dans l'ancien Ta-Seti égyptien, pays de Séti, et Ta-Muri, pays de Muri. Ta-Rana, terre de Rana, terre du soleil, des adeptes du soleil, soi-disant. Si on comprend que Ra est le volcan, mais pas le soleil, c'est une autre histoire. Tarana, donc, était le nom de l'Amérique avant Columbus, ce qui fait encore revenir aux premières terres émergées, aux volcans, etc. Peut-être que Patey Diagne, dans son livre Tarana, ne sait pas que Tarana est un mot Hausa qui signifie la terre du soleil à cause d'un soi-disant culte solaire, culte ramanique. Si c'est solaire ou si c'est un rapport avec les volcans et à la formation de la Terre, et y a-t-il un rapport avec le cycle du soleil et les volcans? Maintenant,
Ça, c'est un peu du vite fait, hein, de toujours vouloir coller sur l'adoration du soleil. C'est un peu réducteur. Quand on voit le développement de certaines civilisations anciennes, je pense qu'ils en savaient même plus sur les cycles solaires que nous, même sûrement plus sur les volcans que nous. L'œuvre, l'Égypte ancienne, l'Afrique et le volcan. Ré ou Ra, chez les Égyptiens, évoquait le volcan et non le soleil. Voilà la conclusion à laquelle Ousseynou Ndiaye est parvenu après quelques années de recherche. Cette découverte scientifique, étayée par des images, nous promènera en Afrique, en Europe, en Extrême-Asie et en Amérique centrale, dans les civilisations précolombiennes. Assez logiquement, elle intègre également, sur le plan culturel, la pensée africaine. L'auteur découvre aussi dans sa langue maternelle, le Wolof, des notions scientifiques extrêmement pointues dans plusieurs disciplines. Dans son ensemble, ce livre, dont le manuscrit est écrit depuis 2006, est un vibrant appel à la fraternité humaine. L'auteur développe son sujet en 3 parties. Ré, le volcan, l'Égypte en images et africanité. En fin de compte, Ousseynou Ndiaye, sans prétention mais en toute bonne foi, il s'adresse à tous ses contemporains, mais d'abord à ses frères africains du sud du Sahara, à qui la parabole doit servir de leçon. L'information principale contenue dans le livre étant que Ra de l'Égypte ancienne n'était pas un soleil, mais un volcan. Le professeur Ousseynou Ndiaye dit « J'ai toujours voulu savoir est-ce qu'il était vraiment possible que l'histoire de l'Afrique soit toujours écrite par des étrangers. Et à mon avis, l'histoire d'un peuple doit être écrite par ce peuple lui-même. Il y a un proverbe wolof qui dit « Wane wesu wul natali segentu morom ». Et tous les Africains sont des égyptologues parce que tous parlent l'Égypte, donc je ne devrais pas être seul. Et je suis sûr que les trouvailles que j'ai faites auraient pu l'être par n'importe lequel d'entre nous. On dit encore chez nous « Pousso bourer, khale monoko, formak monokofor ». L'aiguille perdue peut être retrouvée aussi bien par l'enfant que par l'adulte. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et maintenant, les égyptologues qui ont quelque chose à redire peuvent le faire. Moi, je les plains. S'ils se mettent à essayer de démonter ce que j'ai dit, je les plains déjà. On cherche à creuser et on trouve que c'est un bon filon extrêmement riche. Les patronymes africains démontrent que l'Afrique entière a été au diapason de l'Égypte ancienne, donc vénératrice du volcan. Les noms, surtout ceux qui sont en Ré ou en Ra, sont d'origine volcanique. La pyramide est un volcan artificiel et l'obélisque représente une aiguille volcanique. Le générique de Ra se retrouve sur d'innombrables volcans sur la surface de la Terre. Ararat en Turquie, Nyamuragira, Nyaragongo en RDC, Muhabura entre l'Ouganda et le Rwanda, Tarawera en Nouvelle-Zélande, Takora au Japon, Gongora au Nicaragua, etc. Le Wolof rend bien compte de cette vérité, car elle possède un vocabulaire volcaniquement extrêmement dense. Exemple, Rafet, Ragal, Rabach. Tous ces mots sont des types d'éruptions volcaniques. Le feu lui-même se dit Sawara, littéralement urine de rat.
le volcan ou la lave du volcan. Il y a eu des expéditions qui ont été faites au XIXe siècle en Égypte par des groupes de scientifiques et parmi ces savants il y avait un vulcanologue. Mais il n'a pas pensé un seul instant que Ra était un volcan. On peut passer à côté d'une vérité sans la voir. Les découvertes se sont toujours faites comme ça. En lisant des cartouches, ces formes ovales dans lesquelles on inscrivait les noms des souverains égyptiens, en les vocalisant, c'est-à-dire les prononcer comme les Égyptiens le faisaient, puisque les Occidentaux ont opéré des déformations au fil du temps. Par exemple, on vous dit que Mykérinos, Sésostris, Ramsès, dans les ouvrages d'égyptologie, ça ne sonne pas africain. Je me suis ainsi appliqué à lire ces cartouches et lorsque j'y suis arrivé, j'ai été heureux de voir que ces noms étaient déformés. D'ailleurs, dans certains ouvrages d'égyptologie, on vous donne la prononciation approximative à côté de celle que tout le monde connaît. Je me suis donc rendu compte que ces noms sonnent très africains. Par exemple, quand je dis Séré, c'est Poulard et c'est Osiris. Phara, c'est Sérer et c'est le pharaon. Biram, c'est à la fois Wolof, Sérer et Poulard. Phara Biram, c'est Ramsès. Le Wolof, pour dire je rentre chez moi, dit Mangidem Nibi. Littéralement, je rentre en Nubie. Alors que dans l'idiome de la langue, cela signifie simplement je rentre chez moi. Or, la Nubie était considérée par les Égyptiens comme la terre des ancêtres. Quand il y avait des problèmes en Égypte, le pharaon déchu se réfugiait toujours en Nubie. C'est comme le français qui se dit s'orienter, ce qui veut dire simplement regarder l'Orient parce qu'il vient de l'Est, il est indo-européen, donc s'orienter, c'est regarder d'où il vient et c'est vers l'Est. Ousseynou Ndiaye est passionné de la langue wolof et auteur de l'ouvrage Tahouran. La principale découverte du livre, celle qui est primordiale, c'est que les Égyptiens n'ont jamais adoré le soleil. En effet, Ra ou Ré est un volcan. La pyramide est un volcan artificiel et l'obélisque représente une aiguille volcanique. Quant au lien entre le Wolof et l'Égypte ancienne, elle se retrouve dans beaucoup de mots et d'expressions qui sont développés dans l'ouvrage Tahouran. Par exemple, rentrer chez soi, comme nous avons dit, se dit Demnibi, littéralement rentrer en Nubie, sud de l'Égypte, considérée par les Égyptiens eux-mêmes comme la terre ancestrale, avons-nous dit. Rappelons le volcan Rafet en Italie, le volcan Ragalna en Sicile, qui veut dire littéralement en Wolof « j'ai peur, je crains », Ragalna, et au Mexique, Guatemala, il y en a 2 volcans qui s'appellent pareil, Tacna, comme on avait dit, allumage en Wolof, et aussi en Égypte, Boina, qui veut dire faire prendre le feu. Donc ce sont des types d'éruptions, des types de volcans. Il y a les travaux de François Doma, entre parenthèses l'hymne à Ra, alors de l'université de Montpellier, égyptologue, et Haroun Tazieff, alors qui est allé à l'éruption d'un volcan au Congo le 1er mars 1948, Nyamugamera. Alors le Rwenzori, une chaîne de volcans en Afrique, serait aussi, dit-on, la source du Nil. Donc comme on disait avec les patronymes africains, on retrouve toujours la racine avec Ra ou Ré. Alors par exemple, Ndiaye donne Diata et qui donne Diatara. Gassama qui donne Diaby qui donne Diabira.
etc., etc. On peut faire ça avec quasiment tous les patronymes. Camara, etc. Donc, le volcan, au début de la création des continents, évidemment, sa puissance est terrifiante. Et d'ailleurs, les chroniques historiques font mention de Abrahata, justement, qui faisait partie du peuple de l'éléphant, mentionné dans le Coran. Alors les Sabéens, sous influence abyssine, auraient voulu mener une expédition pour détruire la Kaaba à la Mecque. Cependant, ils furent punis par le volcan. Le Coran mentionne bien des pluies de pierres de feu qui ont anéanti justement cette expédition de Abraha avec une armée d'éléphants. Le cercle disque égyptien ne représente pas le soleil, mais la poche magmatique, et que les rayons du disque ne sont que des coulées de lave. En wolof, pour dire le récipient, on dit nda. Donc le réservoir magmatique se dit en wolof nda, et pour dire l'éruption, on dit tak. Le paroxysme de l'éruption se dit takarnase et l'accalmie se dit tek. Tous ces mots sont utilisés aujourd'hui encore en wolof, et tek signifie l'accalmie et aussi signifie poser en wolof. Le gicleur, c'est-à-dire le bouchon de lave, en wolof se dit sagne. La cheminée se dit toukr. Le cratère se dit gun. Cela vient de gen, qui signifie sortir, et aussi le gun, c'est le mortier avec le pilon, donc c'est comme un cratère. Tous ces mots sont des mots égyptiens employés dans le wolof avec le même sens aujourd'hui. Par exemple, pour dire oxygène, on va dire khom. Et en wolof, pour dire par exemple le sel ou les sodiums, on va employer le mot khoromsi. Donc il y a la formule déjà dans les mots. Ce qui est intéressant de voir aussi que le mot rafet est un type d'éruption qui signifie une beauté éclatante, fêter, c'est-à-dire éclater, ra, donc le volcan. Donc on dit aussi tar, et un mot de la même famille, tal, qui signifie allumer, et qui signifie aussi, la beauté éclatante. Donc, tous ces noms se retrouvent aussi parmi les volcans existants dans le monde. Et ce sont des mots wolof, et on comprend le type d'éruption que ces volcans ont. Par exemple, on va dire en wolof, pour ce type strombolien, c'est-à-dire le type hawaïen, Ra Mouy Fete, c'est-à-dire littéralement le volcan qui éclate. Alors on va dire aussi en wolof Ragal, donc qui signifie tout simplement avoir peur, terrifiant, mais là on va dire par exemple en wolof Ra Fumuy Gale, c'est-à-dire, je vais donner un exemple en wolof, Khale Bumuy Ragal Lumuy Def Deidao. Donc c'est comme on dit, un enfant qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Donc c'est pareil, c'est un type d'éruption qui est radiale, une sortie radiale.
pas une sortie sommitale de lave. Donc, il y a Rafet, un type d'éruption qui est une éruption type strombolien avec une sortie sommitale, et Ragal qui est, comme on dit, Deidao, donc ça c'est une sortie radiale, pas sommitale. Et il y a aussi le verbe en Wolof qu'on dit regel, qui est un dérivé de ragal, qui signifie faire la cuisine, mais surtout qui signifie bouillir, faire cuire. Donc on voit un type aussi d'ébullition de la lave, donc un type d'éruption. On va noter qu'il y a un volcan aux Philippines qui s'appelle Tal, qui veut dire littéralement Wolof allumé. Donc au Japon aussi, on a des volcans. On a un volcan qui s'appelle Tarumai, comme on a dit Tar, c'est la même famille que Tal, c'est allumé, mais Tar, ça vient aussi de la beauté. Donc comme on avait dit, la beauté éclatante. Donc le type de sortie de lave sommitale et radiale, on va dire que la sortie radiale s'écoule doucement, sans explosion, de façon très fluide et basaltique, sans projection. Il y a le type Rabach, qui signifie le volcan qui bouillonne, comme on avait dit. Et avec les différents types d'éruptions et différents types de volcans. Tout ce vocabulaire se retrouve donc dans le Wolof. Donc on comprend que les disques que l'on retrouve souvent au-dessus des têtes des représentations iconographiques de l'ancienne Égypte ne représentent pas le soleil, mais en fait la poche magmatique, et que les rayons du disque ne sont en fait que des coulées de lave. Alors on voit sur les statues et les peintures que les couvre-chefs représentent en fait des éruptions. Et à la base, le cercle qu'on voit, c'est pas le soleil, mais c'est la poche magmatique. Nous allons conclure cette vidéo. Bien sûr, nous allons approfondir, nous allons développer. La prochaine vidéo traitera bien sûr des volcans. Plus particulièrement, nous aborderons aussi la pyramide de Zinder dans Baki, avec des éléments issus des travaux de maître Souley Garba, qui a travaillé aussi sur la langue Haoussa et la comparaison avec les hiéroglyphes. Ce qui est intéressant de savoir que sous ces pyramides du Niger, il se trouve peut-être des trésors. Il serait bien de pouvoir faire des recherches archéologiques plus poussées et de voir s'il n'y a pas une antériorité des civilisations égyptiennes du côté du Niger plutôt que du Nil, vu qu'on a établi qu'une mer s'étendait entre le Niger et le Nil et que le bassin du Congo était une immense étendue d'eau.